Nous terminons ces deux journées au Private Equity Exchange pour cette 24e édition avec les leaders qui ont accepté de venir participer à cette session de plénière de clôture sur une question finalement ô combien centrale à la croisée entre les souhaits des investisseurs, l'évolution du marché, la maturité de cette industrie du private equity. Avec cette question, le private equity reste-t-il un placement d'avenir? Pour en parler, Alexandra Dupont, directrice générale et co-head de Raise. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Julien Magiteri, vous êtes président fondateur de Com Maison Financière, Family Office, avec finalement vous êtes un multi-SFO, c'est ça, un multi-single Family Office? Oui, bonjour. On est passé d'un modèle multi-family office à un modèle multi-single, avec la création aussi d'une activité gestion privée. Bref, multi-pays également, puisque 3 bureaux maintenant à l'étranger, 5 bureaux en France, un peu plus d'1 milliard d'actifs sous conseil. L'ambition pour nous est simple, c'est de réconcilier en fait l'épargne avec l'intérêt collectif, avec le financement de l'économie productive. Et évidemment, le private equity fait partie des classes d'actifs que nous privilégions depuis la création en 2016. Donc une conviction originelle forte chez Com sur ces classes d'actifs. Alors, vu qu'on parle de la classe d'actifs du private equity, on reste un peu big picture quelques minutes si vous le voulez bien. Quand on réfléchit au private equity, est-ce que ça a de l'avenir? Il faut qu'on l'oppose au public equity, enfin tout ce qui est listed, les actions, les obligues. Aujourd'hui, qu'est-ce que, peut-être pour vous, pour commencer, Julien, comment les investisseurs perçoivent un CAC 40 à 8000 points alors que les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler? Je ne parle même pas de géopo. L'inflation, la top line devient un problème. Les gens ont finalement assez bien travaillé le bottom line et ils continuent de le faire parce que c'est le seul endroit où tu as un contrôle. Mais la top line pose problème de façon récurrente. Le luxe a pris cher également et ainsi de suite. Donc on voit qu'on reste à 8000 points alors qu'on est vraiment en incapacité, je trouve, de le justifier. Et quelle est la vision de ces investisseurs que vous représentez par rapport à ce listed equity et comment, du coup, envisage-t-il le private equity comme alternative? Si on regarde, je crois qu'il y a une enquête d'opinion qui a été réalisée auprès des grandes familles européennes. Je crois que la partie listée arrive en 8e ou 9e position dans les attentes. Donc c'est pour vous donner un peu l'engagement de ces clients ultra net worth sur cette classe d'actifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui, en tout cas c'est une conviction forte chez nous, on trouve qu'il y a une décorrélation entre la réalité économique et la réalité financière. Est-ce normal d'avoir des indices aussi élevés dans l'environnement géopolitique, géofinancier, que sais-je, qu'on peut connaître, face à une crise qui est aujourd'hui aussi polymorphe? Parce que ce qu'attendent les clients, en tout cas, de notre segment, c'est évidemment du tangible, essayer d'écraser au maximum la volatilité, essayer d'avoir aussi cette résilience, d'avoir une récurrence aussi, on parlera peut-être de la distribution, c'est un vrai sujet aujourd'hui sur le PI, mais donc, par nature, vont aller chercher ces classes d'actifs dans ce monde en plus hyper inflationniste qui permet finalement d'aller chercher du rendement assumé et assuré depuis les dernières années. Et avec la méthode des comparables, je pose souvent la question, lorsqu'on regarde la performance moyenne annualisée du S&P sur les 20 dernières années, c'est 11% par an. Si tu regardes, la performance moyenne, c'est distribué, enfin c'est donné par France Invest, sur les 10 dernières années, juste les 10 dernières années, sur le PI, c'est 12,4 fois. Donc évidemment, sans avoir la volatilité, etc., avec également des inconvénients, il faut être sensibilisé au sujet, il y a un rôle sur la pédagogie, évidemment. Ça, voilà. Aujourd'hui, je trouve en plus qu'il y a de nouvelles solutions. Je trouve que le private equity, en tout cas l'écosystème, se réincarne avec de nouvelles solutions. On peut parler de l'Evergreen ou d'autres solutions. Mais en tout cas, avec la volonté de répondre en fait à cette croisée des chemins qui est aujourd'hui celui qui est face à nous, c'est-à-dire un niveau d'épargne stratosphérique, plus de 6 000 milliards. C'est notre trésor de guerre français. Trésor de guerre français, avec aussi ce besoin de souveraineté revendiqué dans tous les cercles. Comment fait-on pour financer aujourd'hui cette souveraineté ou cette indépendance énergétique, technologique? Le sujet de la défense, évidemment, revient aussi sans cesse. Et évidemment, ce besoin, une nouvelle incarnation de la part des clients ultra net worth, qui est de dire, on cherche de la performance, évidemment, ils ne sont pas philanthropes, mais d'autre côté, comment je peux faire en sorte que mon capital puisse servir à l'intérêt collectif. Donc on peut parler d'impact, sans dire de gros mots évidemment, je pense que c'est le sens premier du terme, mais à vous de répondre à cette équation. Et le rôle aujourd'hui des indépendants, des conseils indépendants, comme Com en tant que Family Office, c'est justement de faire en sorte que cette partition soit mélodieuse, de trouver le bon équilibre pour répondre à cette notion de performance, de régularité, de pérennité, de résilience et finalement d'impact avec un engagement réel du capital vers des sociétés sous LBO ou autres qui nourrissent en fait finalement cet écosystème français hyper vertueux avec pour moi un modèle sur le private equity. Après je te laisse la parole. C'est évidemment, je trouve que le modèle est hyper vertueux. C'est en termes de création, de partage de la création de valeur, c'est
Enfin, pour moi, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette industrie permet évidemment de féliciter, de partager la création de valeur auprès des salariés, auprès des dirigeants, auprès évidemment des actionnaires. Donc je trouve qu'il faut évidemment le porter, le valoriser, parce que ça répond évidemment à tous ces points que je viens de citer. Bon, Alexandra, j'imagine que vous ne serez pas tout à fait opposé à ce que vient d'évoquer Julien Magiteri. Non, non, oui, clairement, bien sûr, je partage. Et c'est vrai que l'énorme intérêt, effectivement, du private equity, hein, comme tu viens de l'exposer, c'est que ça finance l'économie réelle. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on a quand même un enjeu pour communiquer aussi vis-à-vis du grand public, ou en tout cas d'une certaine catégorie déjà d'investisseurs professionnels, mais qui sont encore aujourd'hui assez peu tournés vers le private equity, leur communiquer aussi les vertus de cette classe d'actifs qui, effectivement, est rentable, qui finance l'économie réelle et qui est encore finalement assez peu développée en France par rapport à d'autres pays, parce que c'est vrai qu'on a un peu culturellement cette aversion du risque en France, et donc on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'appétit pour les fonds euros, enfin voilà, pour les supports sans risque, ce qui est très bien, mais quand on regarde, c'est vrai, la performance de ces supports-là nette de l'inflation sur les dernières années, on est plutôt sur des rentabilités voilà, un peu short. Donc se dire qu'il y a une petite partie quand même de cette épargne qui vient plus infuser l'économie réelle me semble en effet assez pertinent. Vous me parlez de comportement investisseur, la retailisation, donc l'ouverture aux investisseurs non LPs, non institutionnels, évidemment, cristallise ma question parce que c'est le nerf de la guerre de lever de l'argent. On avait des fonds d'investissement qui évoquaient une exposition au retail de 10-20 points sur les levées de fonds en cours. 10-20 points, c'est quand même pas rien. Je veux dire, on n'est pas dans le pouillem. Ça commence à vouloir dire quelque chose. Donc le retail cristallise un truc. Mais au-delà de ça, est-ce que on parle de consommateurs quand on parle de grandes consos. Est-ce que le fait de travailler avec des fonds qui sont hands-on, qui réellement, a fortiori en majo, sont vraiment aux commandes, est-ce que ça ne donne pas un sentiment aussi de lisibilité dans un moment où on est un peu perdu politiquement, top line, on ne sait pas où ça va? Est-ce que ça ne donne pas une réassurance de je sais un peu dans quoi j'investis, alors même que les indices, comme on le disait, sont peu lisibles. Je suis proche de mon investissement. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me séparent finalement du produit final de la target, de la boîte en portfolio. C'est quand même un sentiment qui devrait vous aider à l'avenir. Oui, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des paradoxes dans tout ça, parce que quand on parle de la communication un peu mass market et grand public, on voit quand même le chemin qui a été parcouru ces dernières années. On vient quand même des fonds vautours, hein. Et donc je pense qu'il y a eu une pédagogie qui a été forte, et on voit maintenant à quel point les chefs d'entreprise se tournent vers les fonds de private equity, et on voit toute la vertu, la création de valeur que les fonds de private equity apportent. Donc je pense qu'on commence vraiment à être loin de ces sujets-là, mais on vient d'un petit peu là. Donc je pense que c'est quand même des sujets à manipuler avec précaution, parce que c'est vrai que si on commence trop à dire au grand public oui, c'est les fonds qui vont prendre le contrôle des entreprises, dans l'imaginaire collectif, c'est pas forcément positif que ce soit des fonds d'investissement qui prennent le contrôle des entreprises, et encore plus quand on va dans des sujets comme la santé, l'éducation, où il y a la peur effectivement de la financiarisation. Donc je vois ce que tu veux dire. Je pense que d'un côté, effectivement, il faut, je pense, communiquer sur le professionnalisme de ces équipes d'investissement, le fait d'avoir aussi des sparring partners qui viennent amener de la compétence complémentaire, du recul, de l'argent aussi concrètement à nos entreprises pour les aider à traverser les défis. Mais voilà, je pense que le côté majoritaire, on arrive, nous, les fonds, et on sait de quoi on parle, il est parfois un peu à double tranchant. Disons qu'il faut revenir sur beaucoup de sujets. La transmission qui est un moment complexe. Enfin, Julien le sait très bien, j'imagine, on a 3 fois plus de boîtes familiales en Italie. Pour un pays qui, je ne crois pas, fait 3 fois plus de PIB que nous. Donc on voit bien qu'effectivement, dans le cadre d'une transmission, pour pérenniser une activité, éviter de rejoindre des consortiums internationaux, finalement garder un destin peut-être français, au moins le temps d'une prochaine étape, ça a un intérêt. Et puis également de trouver des solutions. J'ai peut-être un manager qui peut reprendre MBO, j'ai peut-être pas de manager qui peut reprendre MBI, avec un peu de friction peut-être quand le nouveau manager arrive, mais ça c'est le job justement des équipes qui montent ce type de dossier. Moi le PE, aujourd'hui, en termes de renta,
on est toujours dans les clous de ce qu'on espère par rapport à un market practice des 5 dernières années. Parce qu'on dit la retailisation viendra peut-être avec une potentielle crise, parce qu'on ouvre à plein de gens, et donc plein de gens, ça veut dire potentiellement plein de déçus. Est-ce que le fait que ça s'ouvre à du mass market, ça va forcément paupériser, ou en tout cas, j'exagère, je grossis le trait, mais ça va forcément commoditiser l'offre, ou est-ce qu'on n'est pas obligé d'abaisser la qualité quand on grandit? Ça, c'est une vraie question aussi. C'est une vraie question, et merci de l'avoir posée. Le vrai sujet, évidemment, il faut ventiler. Tu n'es pas exposé à 100% sur le private equity lorsque tu as un peu d'épargne. Donc il faut savoir définir quelle est l'allocation d'actifs idéale pour répondre en fait finalement à tes projets, à tes ambitions. Est-ce que c'est un besoin de revenus complémentaires? Est-ce qu'à l'inverse, on est plutôt dans une stratégie de capitalisation? Et la question m'a été posée tout à l'heure dans le public. En fait, on connaît la difficulté aujourd'hui du private equity face évidemment à cette crise qui est polyforme et finalement il faut savoir y répondre. Ce n'est ni le rôle du private equity qui, elle, dans son rôle, a bien précisé les choses, la nature, la duration de l'investissement, le risque encouru par l'investisseur, un niveau d'appétence de la part de l'investisseur, j'en parlais tout à l'heure, qui a besoin de pouvoir investir sur cette classe d'actifs pour pouvoir répondre à ce monde inflationniste. Donc en fait, quel est le rôle? Le rôle crucial, c'est celui du conseil indépendant qui est au milieu. C'est cette pédagogie, de faire en sorte d'expliquer les choses, de dire qu'aujourd'hui, si en effet les rendements ou la distribution est moins importante que prévu, de quelle manière je peux, grâce à une stratégie cohérente, finalement compenser ce manque à distribuer en allant chercher, là on parle d'equity, on peut parler de dette, où aujourd'hui il y a des vraies solutions sur la partie dette privée, et là c'est le rôle du conseil. Et je l'évoquais tout à l'heure, en fait aujourd'hui c'est la vraie question, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs de ce métier, le nôtre, aient accès à toutes les informations, à tous les sujets, à toutes les solutions proposées par le private equity ou par la partie dette privée. Et ça, c'est un rôle que nous défendons chez Com, fort des différents succès que nous avons pu avoir auprès de certains clients sur le private equity, sur la dette privée. Certains sont venus nous voir, des acteurs indépendants, des banques privées, sont venus nous voir en disant « Écoutez, aujourd'hui, on sait ce que vous le faites bien, vous le faites pour des grandes familles ou pour des clients family office. Comment fait-on pour investir à vos côtés ?» Et finalement, il y a cet alignement d'intérêts où on fait valoir en fait, finalement nos convictions et nos solutions. Pas in-house, c'est des solutions, une allocation qu'on va pouvoir composer avec des acteurs comme Raise ou comme d'autres. Et à partir de là, c'est de pouvoir communiquer, agréger le maximum de performances et d'informations auprès d'un écosystème qui, il est vrai, est plus compliqué lorsque tu es en province ou ailleurs, à l'étranger. Comment fait-on pour avoir accès au private equity en France? Évidemment, il y a d'excellentes communications de la part des fonds, mais il y a un rôle d'intermédiaire et c'est ce rôle d'intermédiaire qu'il faut aujourd'hui... C'est ça qui se structure, les pipelines sont en cours de construction, dans un sens évidemment market. On vient de définir pour plein de raisons que le PE, évidemment, reste une classe d'actifs d'avenir. C'est même une classe d'actifs reine, plébiscitée, évidemment. Pour autant, si une chose devait évoluer, il nous reste 1 minute, Alexandra, si une chose devait évoluer dans les fonds, dans leur fonctionnement, dans leur orga, dans leur façon de fonctionner, pour justement bien adresser les 10 années à venir. Une chose, je dirais qu'il faut vraiment continuer à investir pour se structurer en interne parce que on a de plus en plus besoin de détenir les actifs et de les travailler. Et donc ça se fait pas tout seul. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on continue à investir dans l'IA et avec différents operating partners. Et les fonctions corporate. Exactement. On salue Amaury Desgrottes chez vous pour la partie tech notamment qui fait un ça. formidable boulot. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette vingtaine d'émissions dédiées au Private Equity Exchange. La suite de vos programmes dans un instant sur Bismart. Merci à tous.